À la fin des années 60, la Chine cherchait à moderniser son aviation malgré un fort isolement politique. Une industrie aéronautique débutante et un climat où l'Union soviétique et les États-Unis s'affrontent dans une course technologique féroce. Dans ce contexte, le pays affrontait un défi majeur. Il lui fallait un chasseur supersonique fiable et moderne, produit localement, mais il manquait de ressources, de transfert de technologie et d'industrie pour le concevoir. De ce besoin urgent naissent deux axes de développement qui allaient définir l'aviation militaire chinoise pendant près de 4 décennies. D'abord, le Chengdu J, un dérivé profondément modifié du MiG-21 soviétique, et le Shenyang J-Wet. Une tentative plus ambitieuse de créer un intercepteur lourd national, apte à opérer en altitude et attaquer des cibles. Ces deux avions partagent l'acide désoxyribonucléique soviétique, mais ont évolué différemment. L'un est un chasseur agile et économique, l'autre un intercepteur rapide et spécialisé. Les comprendre ensemble montre la transition de l'aviation chinoise, du copiage à une industrie autonome. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie. Le MiG-XXI était un excellent chasseur supersonique pour les combats aériens rapprochés. Sa petite taille et son poids-puissance lui donnaient une accélération inégalée à l'époque. Pour la Chine, qui voulait remplacer ses MiG-17 et Mikoyan Gourevitch 19, l'avion était une solution abordable, éprouvée et simple. Mais il y avait un problème. Le MiG-XXI n'était pas un intercepteur stratégique. Il n'avait ni l'autonomie, ni les capteurs, ni la capacité d'armement. Pour accomplir des missions de défense aérienne en profondeur dans un pays aussi vaste que la Chine, même à l'intérieur du territoire continental, l'armée de l'air avait besoin de quelque chose de plus grand, avec une plus grande portée et un meilleur radar. C'est ainsi que naît la dichotomie. Le J-7, un chasseur léger, bon marché, maniable, conçu pour défendre des bases, des villes et des points spécifiques, et le J-8, un intercepteur lourd, rapide, conçu pour patrouiller de vastes zones, intercepter les intrus à longue distance et opérer à des altitudes extrêmes. Ce cadre conceptuel définit la suite. Petite pause. Si tu aimes les avions et veux des infos organisées et détaillées, j'ai créé ces fiches aéronautiques PDF qui complètent les vidéos d'Aéropédia. Ce sont des fiches claires à lire tranquillement et pour comparer les modèles. Désormais, pour simplifier et à la demande de nombreux abonnés, un abonnement mensuel te donne automatiquement accès aux nouvelles fiches. Tu t'inscris une fois et n'y penses plus. Le lien est en bas et dans le QR code. On poursuit la vidéo. À première vue, le J-7 paraît presque identique au MiG-20 et 1F. Mais la Chine l'a modifié et adapté pendant des décennies, créant plus d'une douzaine de variantes. Des versions chinoises ont parfois dépassé l'original soviétique sur plusieurs points. La structure conserve le design classique du fuselage mince avec des entrées d'air frontales et un cône mobile pour réguler le flux d'air supersonique. La Chine a modifié les matériaux du train d'atterrissage, les sièges éjectables et, plus tard, les systèmes hydrauliques et électriques. La principale différence technique concerne les ailes, bien que l'appareil garde la flèche extrême du MiG-21. Les Chinois ont modifié le bord d'attaque et les becs pour améliorer le contrôle à basse vitesse et la stabilité. Le moteur a aussi été développé spécifiquement. La Chine a d'abord fabriqué une copie du Tumansky RXU soviétique, mais avec le temps, elle a développé des variantes plus puissantes, comme le WPXI-II. Le J-7 a ainsi amélioré sa montée et maintenu de bonnes accélérations, même avec des réservoirs externes. En ce qui concerne les capteurs, le J-7 a commencé pratiquement nu. Il ne disposait que d'un petit radar de visée à très courte portée. Dans les versions modernes, comme le J-7G, il avait déjà des radars multimode avancés, des head-up displays récents et une avionique numérique. Ce design né à la fin des années 50 reste étonnamment actuel jusqu'au XXIe siècle. Opérationnellement, le J-7 n'a jamais eu pour but d'être un avion de supériorité aérienne totale. Sa philosophie, décoller et grimper vite,
puis attaquer avec missiles ou canons en combat rapproché. Dans ce cas, un pilote expérimenté peut exploiter sa taille et son agilité pour prendre l'avantage. Le principal problème du J-7, comme celui du MiG-XXI, était son autonomie limitée et l'impossibilité d'emporter des armes lourdes ou volumineuses. C'était un chasseur ponctuel, pas un intercepteur national, ce qui était critique pour la Chine. De vastes zones maritimes comme la mer de Chine méridionale ou des régions isolées comme le Xinjiang ou le Tibet exigeaient des avions pouvant voler des heures, pas seulement quelques minutes. Des plateformes étaient aussi nécessaires pour intercepter les avions espions volant à haute altitude, tels que l'U-2 ou les SR-XXI, qui approchaient souvent du territoire chinois. Le J-7 n'en était tout simplement pas capable. Xinjiang reçut alors l'ordre de concevoir quelque chose de plus grand, puissant et doté d'un meilleur accès radar. Le J-8, dérivé conceptuellement du MiG-XXI, possède un fuselage allongé, double moteur, plus de carburant interne et design aérodynamique pour maintenir le vol supersonique en montée et croisière. Voir un J-8 donne l'impression qu'un MiG-XXI a été étiré. Ce n'est pas loin de la vérité. Le J-8 reprend la même section avant, entrée d'air circulaire et cône mobile, mais le reste du fuselage diffère totalement. L'une des caractéristiques les plus importantes était l'incorporation de 2 moteurs WPVII, ce qui lui donnait plus de poussée totale et de redondance. Son fuselage allongé permettait d'emporter plus de carburant et augmentait son rayon d'action. Les ailes sont plus grandes, avec un bord d'attaque redessiné pour améliorer le contrôle à grande vitesse et réduire la charge sur l'arrière. Le J-8 était conçu comme un intercepteur pur. Cela signifie que sa mission n'est pas de combattre dans des virages serrés, mais de grimper vite, d'intercepter une cible lointaine et haute, de tirer un missile et de se retirer. Pour cela, la Chine avait besoin d'un radar puissant, mais les premières versions du J-8 étaient équipées d'un radar très limité. Non, seul le J-8 a reçu un nez conique solide, de nouvelles entrées d'air latérales et un radar Doppler amélioré. Ce changement de conception a été radical. On est passé d'une entrée d'air frontale à des entrées latérales, libérant ainsi le nez pour installer un radar de plus grande taille. Comparable à ceux utilisés par les intercepteurs soviétiques les plus avancés, soudainement, le J-8 pouvait utiliser des missiles plus modernes et opérer dans des conditions météorologiques défavorables. Le 8D et H ont élargi ses capacités, ajoutant le ravitaillement en vol et des systèmes électroniques avancés. Grâce à ces améliorations, le J-8 est devenu une plateforme utile pour la patrouille maritime, l'interception longue portée et la défense aérienne. La portée et l'autonomie du J-7 et du J-8 diffèrent énormément. Le J-8 pouvait patrouiller longtemps le ciel chinois et l'ajout du ravitaillement en vol dans les versions avancées augmentait encore cet avantage. La conception différait radicalement. Le J-7, compact et léger, était peu coûteux à construire, facile à entretenir et idéal pour les manœuvres rapides. Le J-8, en revanche, était pratiquement 2 fois plus long et avait également une envergure. Cet espace permettait d'emporter plus de carburant, des moteurs plus grands et une meilleure avionique, mais augmentait fortement les coûts d'entretien. Le J-7 était conçu pour les missiles courte portée et les canons. Certains modèles récents utilisaient des missiles chinois. Similaires au R-8 soviétique et restant un avion de combat fermé, le J-8 pouvait employer des missiles plus grands, même semi-actifs, et avait une réelle capacité hors de la portée visuelle. Dans ses dernières versions, pendant des décennies, la Chine a utilisé les 2 modèles en même temps. Pour ces 2 rôles, les J-7 défendaient les bases et des points spécifiques, et le J-8 couvrait les longs couloirs aériens, puis les zones maritimes et les missions d'interception stratégique.
Malgré leur longue carrière, le J-8 reste lié à un des incidents les plus célèbres. La collision de l'un d'eux avec un EP-3 américain en 2001 près de l'île de Hainan. Cet épisode a mis en évidence à la fois les forces et les limites de l'aviation chinoise à cette époque, en particulier en termes d'entraînement et de doctrine d'interception. Le J-7 s'est illustré par ses exportations massives. Le Pakistan l'a largement utilisé, amélioré et maintenu opérationnel pendant des décennies. Dans les mains de pilotes expérimentés, le J-7 s'est montré très efficace en combat rapproché et en appui aérien. Le J-7 a marqué l'époque où la Chine apprenait et copiait depuis une base étrangère, dans ce cas celle du MiG-21 soviétique, et le J-8 a également symbolisé la première tentative sérieuse de concevoir un avion à partir de zéro, avec des ambitions stratégiques. Entre les deux modèles ont remplacé la défense aérienne chinoise pendant environ 30 ans, accompagnant la transition vers des modèles plus avancés comme le JX ou le JXI. Sans eux, l'industrie chinoise n'aurait pas acquis l'expérience nécessaire pour parvenir aux développements actuels comme les modernes JX. Par exemple, lorsqu'on regarde le J-7 et le J-8 ensemble, la différence saute aux yeux. Deux philosophies, deux capacités, deux réponses à un même problème, la défense aérienne. Mais au fond, les deux ont une histoire plus profonde. L'évolution d'une industrie passée de la copie à la conception, de l'improvisation à l'innovation et de la survie à un rôle mondial. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos, voici l'Aéropédie.